En 1900, l'empire de cette nation insulaire contrôlait un quart de la planète. Sa marine régnait sur les océans. Ses banques finançaient le commerce mondial, et sa monnaie était le centre du monde financier. 50 ans plus tard, l'empire s'effondrait. Les colonies prenaient leur indépendance. La guerre avait ruiné le pays. La grande puissance nord-américaine était devenue la nouvelle superpuissance. Pourtant, un événement étrange s'est produit. L'ancienne monnaie n'a pas disparu immédiatement. Au lieu de cela, la nation a passé des décennies à essayer de la sauver. Bienvenue chez l'analyse de l'histoire financière, là où l'argent, le pouvoir et l'histoire s'entrechoquent. Et rien n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît. Pour comprendre comment ce pays a tenté de sauver sa devise, il faut d'abord réaliser à quel point elle fut dominante par le passé. Au cours du XIXe siècle, la nation a bâti une œuvre sans précédent, un système financier mondial centré sur sa propre capitale. La révolution industrielle avait transformé le pays en la plus grande puissance manufacturière du globe, mais son influence allait bien au-delà des usines et des navires. Ces banques finançaient des projets d'infrastructure à travers les continents. Les marchés de l'assurance de sa capitale garantissaient le commerce mondial. Les routes maritimes reliaient ses ports à tous les grands marchés de la planète. Et au centre de tout cela se trouvait sa devise. Vers la fin des années 1800, la majeure partie du commerce international était financée par cette monnaie. Si un marchand d'un pays sud-américain voulait importer des machines du continent européen, la transaction passait souvent par les banques de cette métropole financière et se réglait dans la devise dominante. Les institutions financières du pays étaient devenues les intermédiaires du commerce mondial. Ce n'était pas un hasard. Tout cela s'appuyait sur un puissant système monétaire basé sur la valeur de l'or. Sous cet étalon de référence, les monnaies étaient indexées sur une quantité fixe de métal précieux. La devise dominante, soutenue par la crédibilité du pays et ses immenses réserves métalliques, est devenue le pilier de ce système. Les gouvernements et les banques lui faisaient confiance, car ils avaient foi en la discipline financière de sa capitale. Mais la confiance seule ne suffisait pas. La monnaie était également renforcée par l'Empire lui-même. À l'aube du XXe siècle, le pays contrôlait environ un quart des terres et de la population de la planète. Les territoires conquis commerçaient intensément avec la métropole. Beaucoup conservaient leurs réserves dans cette même devise. Leurs institutions financières opéraient par l'intermédiaire de la capitale impériale. L'assurance maritime, le commerce des matières premières et le crédit international transitaient tous par ce même carrefour. L'empire et la monnaie se renforçaient mutuellement. La puissance territoriale engendrait l'influence financière. L'influence financière consolidait la monnaie. Et la force de cette monnaie rendait l'empire plus facile à gérer. C'était un système qui s'auto-alimentait. Si l'on voulait comprendre l'économie mondiale au début du siècle, on ne regardait ni du côté des autres puissances occidentales, on se tournait exclusivement vers cette unique capitale financière. Mais survint alors le premier grand conflit mondial, un choc qui allait tout changer. Au début des hostilités, le pays s'y est engagé en tant que puissance financière dominante du monde. À la fin de la guerre, cette suprématie avait été gravement ébranlée. Une guerre à l'échelle industrielle coûte extraordinairement cher. Les armées doivent être nourries, armées, transportées et approvisionnées en continu. Les navires, l'artillerie et les munitions exigent une capacité de production colossale. Les gouvernements doivent mobiliser des économies entières pour soutenir l'effort. Le pays a financé une grande partie de ce conflit par l'emprunt, les dépenses publiques ont explosé, la dette a grimpé en flèche, les réserves de métaux précieux se sont épuisées à mesure que les paiements partaient à l'étranger pour acheter des vivres et des armes. Et surtout, le pays a commencé à emprunter massivement auprès d'une puissance financière montante située outre-Atlantique. Avant le conflit, cette nation nord-américaine était une économie majeure, mais pas le banquier central du monde. Après la guerre, la situation s'est inversée. Elle s'est imposée comme le plus grand pays créancier de la planète. Le centre de gravité financier avait commencé à se déplacer vers ce nouveau continent. Le vieil empire avait remporté la victoire militaire, mais sur le plan financier, l'équilibre des forces basculait. Face à cette nouvelle réalité, la nation insulaire avait le choix. Elle pouvait accepter que le monde changeait et laisser sa monnaie s'ajuster naturellement, ou elle pouvait tenter de restaurer l'ancien système. Ses dirigeants politiques ont opté pour la seconde solution. Plusieurs années après la guerre, le gouvernement a pris l'une des décisions monétaires les plus controversées de l'histoire économique moderne.
Le ministre des Finances de l'époque a annoncé que le pays retournerait à l'étalon métallique de référence. À première vue, cela ressemblait à un retour à la stabilité. Ce système avait autrefois servi d'ancrage à la finance mondiale. Y revenir semblait être un moyen de restaurer la confiance envers la devise. Mais il y avait un détail crucial. Le gouvernement a décidé d'y revenir au même taux de change qui existait avant le conflit. En d'autres termes, les décideurs ont fait comme si les dégâts financiers de la guerre n'avaient jamais eu lieu. Cela signifiait que la monnaie était de fait surévaluée. Les produits nationaux sont devenus plus chers sur les marchés internationaux, les exportations en ont souffert, les régions industrielles ont été confrontées à une baisse de la demande. Le chômage a fortement augmenté, des usines ont fermé, les mines ont été en difficulté et les ouvriers en ont payé le prix fort. La décision a été contestée dès le départ. L'un des critiques les plus virulents fut un célèbre économiste national de l'époque. Il affirmait que le rétablissement de l'ancien taux de change ignorait la réalité économique à laquelle la nation était désormais confrontée. La productivité, la compétitivité et la position financière du pays avaient radicalement changé pendant la guerre. Tenter de recréer l'ordre monétaire du passé, avertissait-il, imposerait une pression énorme sur l'économie nationale. Il a qualifié cette politique d'erreur tragique. L'histoire finira par lui donner largement raison. En privilégiant le prestige de sa devise, le pays a exercé une forte pression sur ses propres industries et ses travailleurs. Défendre la monnaie impliquait de comprimer les salaires, de durcir les conditions monétaires et de maintenir un système financier qui ne correspondait plus à sa puissance économique réelle. Mais pour les dirigeants, le statut de la devise n'était pas seulement une question technique, c'était un symbole d'influence mondiale. Si la monnaie perdait sa position, le prestige mondial de la nation déclinerait avec elle. Ils l'ont donc défendu. Pendant un temps, le système a tenu, mais l'économie mondiale devenait de plus en plus fragile. La fin de cette décennie a vu s'accroître les tensions financières à travers le monde. Le crédit s'est développé rapidement, les marchés boursiers étaient en pleine effervescence, et sous la surface, des déséquilibres structurels se creusaient. Puis est survenu le grand effondrement boursier de l'autre côté de l'océan, déclenchant une contraction économique mondiale. Les banques ont fait faillite, le commerce s'est écroulé, les pays luttaient pour défendre leur monnaie sous les contraintes rigides du système monétaire existant. L'Ancien Empire s'est retrouvé sous une pression grandissante. Les investisseurs commençaient à perdre confiance en sa monnaie. Les réserves de métaux précieux se sont vidées à mesure que les capitaux fuyaient le pays. Maintenir le taux de change fixe nécessitait de resserrer la politique monétaire au beau milieu d'une récession qui s'aggravait. C'était une situation intenable. Au début des années 30, la pression était devenue insupportable. Le pays a abandonné l'étalon de référence. La monnaie a été laissée flottante et sa valeur a chuté brutalement. Un choc pour une nation qui avait autrefois servi de point d'ancrage mondial. La décision fut humiliante. Elle signalait que le pays ne pouvait plus maintenir l'architecture financière rigide qui avait défini le siècle précédent. À ce moment-là, il aurait été logique de s'attendre à ce que cette devise s'effondre en tant que monnaie mondiale. L'Empire s'affaiblissait. L'ancien système avait disparu. La puissance rivale était en pleine ascension. Pourtant, une chose inattendue s'est produite. Malgré la crise, la devise n'a pas disparu de la finance internationale. Au lieu de cela, la nation a commencé à bâtir un nouveau système conçu pour la maintenir en vie, alors même que l'empire qui l'avait soutenu commençait lentement à se désintégrer. La clé de cette stratégie fut la création d'une vaste zone monétaire exclusive. Au lieu de s'en remettre uniquement à la confiance des marchés, le pays a bâti ce réseau financier pour maintenir en vie la demande. À son apogée, cette zone englobait de vastes pans des anciens territoires et des nations alliées, répartis sur tous les continents. Ces économies étaient liées par un cadre financier commun centré sur l'ancienne capitale impériale. Les membres de cette alliance étaient tenus de réaliser une grande partie de leur commerce international en utilisant cette même devise. Leur banque centrale y détenait leurs réserves. Les transactions de change étaient compensées par le biais du même système bancaire. Concrètement, cela signifiait que de vastes régions du monde continuaient d'utiliser cette monnaie alors même que la puissance économique du pays s'affaiblissait. Cela a créé une demande intégrée. Même si l'économie nationale était en difficulté, le système mondial en avait toujours besoin pour fonctionner. Cet arrangement a permis au pays de gagner une chose incroyablement précieuse, du temps. Et cela a révélé une vérité fondamentale sur la finance mondiale.
Les monnaies ne dominent pas simplement grâce à la force d'une nation. Elles dominent parce que des systèmes entiers sont construits autour d'elles. Les réseaux commerciaux, les systèmes bancaires, les marchés de la dette et les détentions de réserves créent tout ce que les spécialistes appellent l'inertie financière. Une fois que l'infrastructure est bâtie autour d'une monnaie, son remplacement devient extrêmement difficile. Même si la puissance sous-jacente s'affaiblit, cette zone monétaire représentait alors une version purement financière de l'Empire. Les territoires échappaient peu à peu au contrôle politique, mais à l'intérieur du système financier, l'Empire existait toujours. Les pays continuaient de détenir leurs réserves dans cette devise. Leurs échanges commerciaux continuaient de transiter par la même capitale. Leurs institutions financières restaient liées aux mêmes banques. Dans un sens très concret, l'Empire survivait à travers les bilans comptables, même s'il disparaissait des cartes du monde. Mais le système comportait une faille dangereuse. Ces nations accumulaient de vastes réserves qui représentaient des créances sur le système financier central. Et ces créances pourraient, un jour, être converties en d'autres devises, et plus particulièrement dans la seule monnaie étrangère qui devenait rapidement plus puissante. Cela signifiait que toute la structure portait en elle les germes de sa propre instabilité. Si la confiance venait à s'effondrer, les gouvernements étrangers pourraient se précipiter pour échanger leurs réserves, provoquant au sein du pays un scénario terrifiant. Une panique bancaire à l'échelle mondiale. Cette vulnérabilité est devenue cruellement évidente après le second grand conflit mondial. La situation financière du pays s'était dramatiquement détériorée. La guerre avait épuisé ses ressources, détruit ses investissements à l'étranger et laissé la nation lourdement endettée. La grande puissance alliée d'outre-Atlantique avait fourni un soutien colossal pendant les affrontements grâce à des envois massifs d'armes et de vivres. Mais à la fin des hostilités, ce soutien a pris fin. Le pays a soudainement dû s'autofinancer de nouveau. Sous la pression de son puissant allié et du nouveau système de l'après-guerre, le gouvernement a accepté de rendre sa monnaie convertible dans la nouvelle devise dominante. En théorie, quiconque détenait l'ancienne devise pouvait l'échanger librement. L'idée semblait raisonnable. Dans la pratique, ce fut un désastre. En quelques semaines, les gouvernements étrangers ont commencé à convertir leurs réserves. La confiance s'est évaporée très rapidement. Les fuites de capitaux ont été gigantesques. Les réserves en devises étrangères du pays ont commencé à s'épuiser à un rythme alarmant. En à peine plus d'un mois, le gouvernement n'a eu d'autre choix que de suspendre cette convertibilité. L'expérience avait failli anéantir la monnaie. Ce que cet épisode a révélé fut brutal, mais limpide. L'ancienne devise était encore largement utilisée à travers le monde, mais la confiance qu'il avait autrefois soutenue s'éteignait. La monnaie a survécu, non pas parce qu'elle était incontestablement forte, mais parce que le système mondial était toujours construit autour d'elle et que son démantèlement prendrait du temps. Le second conflit mondial avait déjà redessiné l'équilibre des forces. La nation nord-américaine en est sortie comme la puissance industrielle et financière absolue. Son économie s'était développée, ses usines avaient tourné à plein régime et ses réserves de métaux précieux étaient colossales. Elle occupait désormais la position de premier pays créancier du monde. Avant même la fin de la guerre, des dizaines de nations s'étaient réunies pour concevoir une nouvelle architecture monétaire internationale. Le résultat fut un cadre qui allait définir la finance pour les décennies à venir, imposant la devise de cette nouvelle puissance comme la monnaie centrale. Elle fut indexée sur la valeur des métaux précieux et toutes les autres monnaies s'y arrimèrent. Dans les faits, elle venait de remplacer l'ancienne devise comme point d'ancrage mondial. L'ancien empire a accepté cette réalité, mais l'accepter ne signifiait pas capituler instantanément. Sa monnaie a continué de jouer un rôle important pendant des années. La zone monétaire exclusive existait toujours. De nombreux pays y conservaient leurs réserves. Le déclin d'une monnaie de réserve se produit rarement sous la forme d'un effondrement spectaculaire. Il s'opère lentement, sur des décennies. Au cours des décennies suivantes, le pays a fait face à des pressions monétaires répétées. La croissance économique était à la traîne, des déficits commerciaux sont apparus et la confiance s'est affaiblie. Chaque crise a obligé les décideurs à défendre la monnaie de nouveau, et chaque défense devenait de plus en plus difficile. Puis est survenu un autre moment mémorable de cette histoire économique. Le gouvernement s'est résolu à dévaluer sa monnaie. Pour un pays qui avait autrefois dominé le système financier mondial, ce fut une nouvelle étape humiliante. Le chef du gouvernement s'est adressé à la nation pour tenter de rassurer la population en affirmant que l'argent présent dans leur poche n'avait pas perdu de sa valeur. D'un point de vue économique,
c'était extrêmement optimiste. Une dévaluation signifie que la monnaie vaut moins cher à l'international, que les importations coûtent plus cher et que l'inflation augmente. Les citoyens en ressentent toujours les conséquences, même si les dirigeants essaient d'adoucir le message. Vers la fin du siècle, la transition était achevée. L'ancienne monnaie reine était devenue secondaire. Le cœur de la finance s'était définitivement déplacé vers le nouveau continent. Mais cette longue chute révèle une vérité essentielle sur la nature de la monnaie mondiale. Les devises de réserve ne disparaissent pas subitement. Elles s'effacent avec lenteur parce que l'économie mondiale est conçue pour résister aux changements brusques. Les contrats commerciaux, les réseaux bancaires, les marchés des matières premières et les dettes souveraines reposent sur des infrastructures préexistantes. Basculer tout cet écosystème vers une nouvelle norme est incroyablement perturbant et ces transitions exigent du temps. L'ancienne puissance a su retarder cette chute en remodelant l'architecture autour de sa monnaie. D'abord par son influence territoriale, puis par son vaste réseau exclusif. Mais la gravité financière finit inévitablement par s'aligner sur la réalité économique. La nation d'outre-Atlantique était devenue la force dominante, et sa propre devise est devenue l'instrument reflétant cette hégémonie. Aujourd'hui, l'économie de notre planète s'articule toujours autour de cette unique devise. Elle domine le commerce international, les réserves, les marchés et l'émission des dettes publiques. L'énergie est facturée grâce à elle. Les grandes banques la privilégient pour leurs transactions. Les gouvernements la conservent comme leur épargne primordiale. En d'autres termes, une grande partie du monde fonctionne encore au sein de ce monopole. Et ce cadre génère exactement la même inertie financière qui protégeait jadis l'ancienne monnaie reine, ce qui soulève une interrogation de plus en plus partagée. Si l'équilibre géopolitique des forces bascule à l'avenir, qu'adviendra-t-il de cette devise actuelle? L'histoire nous souffle que la réponse ne sera pas foudroyante. Les monnaies hégémoniques s'effondrent rarement du jour au lendemain. Elles s'estompent au terme de longues transitions. Le remplacement de ces fondations peut s'étaler sur des décennies. Le vieil empire en a fait l'amère expérience. Sa monnaie n'est pas morte avec la perte de ses territoires. Elle a subsisté, s'est adaptée et s'est inclinée progressivement devant le nouvel ordre mondial. La grande leçon de tout ceci est que les devises ne sont jamais de simples moyens de paiement. Ce sont les armes silencieuses du pouvoir géopolitique. Lorsqu'un pays règne sur le commerce, la finance et les institutions, son système monétaire devient l'épine dorsale du monde. Mais quand cette domination vacille, la monnaie finit par suivre le même chemin. Pas soudainement, mais de façon inéluctable. Le passé ne se répète jamais à l'identique, mais si vous refusez de le comprendre, il vous balayera sans la moindre pitié. Si cette réflexion vous a apporté un nouvel éclairage, n'hésitez pas à vous joindre à notre cercle d'esprits curieux. Le passé détient les réponses. Je me chargerai de vous montrer où les chercher.